Dans cette vidéo, on va définir le produit scalaire pour les vecteurs numériques réels. On verra quelques propriétés du produit scalaire, puis on verra comment généraliser le produit scalaire à des espaces vectoriels abstraits en se focalisant sur les propriétés qu'il vérifie. Et puis on verra aussi des exemples dans des espaces assez abstraits. Commençons doucement. Le produit scalaire entre deux vecteurs numériques de même taille est tout simplement la somme des produits des termes qui se correspondent. Donc dans cet exemple, on a 3, 1, moins 1 scalaire 1, moins 2, 0 qui est égal à 3 fois 1 plus 1 fois moins 2 plus moins 1 fois 0. Et tout ça, ça nous fait 3 moins 2 plus 0 qui nous fait 1. Alors, il y a une petite astuce de notation pour écrire le produit scalaire pour les vecteurs numériques. En effet, x scalaire y est en fait égal à x transposé y, où l'opération de transposition consiste à tourner les vecteurs pour transformer les lignes en colonnes et les colonnes en lignes. On a alors bien 3, 1, moins 1 transposé 1, moins 2, 0, qui est égal au produit matriciel entre le vecteur ligne 3, 1, moins 1 et le vecteur colonne 1, moins 2, 0. Puis bon, là, vous pouvez faire les calculs, vous trouverez 1 à nouveau. Cette astuce de notation est très utile pour les calculs matriciels, mais en fait elle est assez dérangeante quand on cherche à généraliser la notion de produit scalaire à des espaces vectoriels non numériques. Alors il y a trois propriétés fondamentales du produit scalaire à remarquer. Le premier, c'est qu'il est bilinéaire. Ça veut dire que les applications qui a x associe x scalaire y et y associe x scalaire y sont linéaires. Une autre façon de le dire, c'est qu'il y a une distributivité du produit scalaire sur l'addition. Oui, un petit peu plus que ça à dire, mais on va en rester là. Par ailleurs, la deuxième propriété fondamentale du produit scalaire, c'est le fait que si je fais x scalaire x, j'obtiens donc x transposé x, qui fait x1 au carré plus x2 au carré, et ainsi de suite jusqu'à xn carré, qui est donc toujours supérieur ou égal à 0, avec égalité si et seulement si tous les xi sont nuls, c'est-à-dire si et seulement si le vecteur x lui-même est nul. On dit que le produit scalaire est défini positif. Enfin, une troisième propriété qui est presque aussi importante que les deux autres, c'est le fait que le produit scalaire est symétrique dans le sens où x scalaire y est égal à y scalaire x. Eh bien, les trois propriétés que l'on vient de voir sont les propriétés fondamentales du produit scalaire. Et elle nous invite à généraliser ce concept à d'autres espaces vectoriels. Donc on va être amené à dire qu'un espace vectoriel est euclidien si, en plus d'être un espace vectoriel, il est muni d'un produit scalaire, c'est-à-dire une forme bilinéaire symétrique définie positive. Ce que je sous-entends pas mal à travers cette définition, c'est qu'a priori un espace vectoriel n'a pas de produit scalaire. Mais on peut, si on a une forme bilinéaire définie positive sur cet espace vectoriel, considérer qu'il s'agit de son produit scalaire, et à ce moment-là, l'espace vectoriel devient euclidien. Et dans cet espace euclidien, on va alors avoir trois opérations, l'addition, la multiplication par un scalaire et le produit scalaire entre deux vecteurs. Et ces trois opérations ont les propriétés d'associativité, de distributivité, de linéarité et tout ça, tout ce qui va bien. Petite remarque, il y a plusieurs notations classiques pour le produit scalaire. Donc on a x.y, on a xy entre parenthèses avec une virgule ou avec une barre verticale ou entre crochets. Tout ça, c'est juste des notations et ça ne change absolument rien à la nature du produit scalaire. Prenons un exemple, les vecteurs géométriques du plan avec le produit scalaire qui est défini comme le produit des longueurs fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs forment un espace euclidien. Alors c'est pas super simple à démontrer puisqu'il faut utiliser des calculs trigonométriques qui sont pas super jolis, mais c'est assez amusant de voir que en partant de certaines définitions qui n'ont rien à voir avec le produit scalaire tel que je définis pour les vecteurs numériques, on obtient quelque chose qui a exactement les mêmes propriétés. Un autre exemple moins usuel est celui des suites numériques à carré sommable. Le produit scalaire classique pour cet espace vectoriel, c'est de dire que si je fais une suite AN scalaire une suite BN, je vais obtenir un nombre qui va être égal à la somme des AN BN pour n allant de 0 jusqu'à l'infini. Il y a aussi l'espace des fonctions à carré sommable pour lesquelles le f scalaire g va être l'intégrale de f de x g de x dx. Alors là, je n'ai pas précisé les bornes de l'intégration parce qu'on peut considérer l'espace des fonctions à carré sommable défini sur 0, 1 ou défini sur R. Donc en fait, il y a plein d'espaces qui sont selon cette idée. Et en fait, il y a même des variantes de ce genre d'espace de fonctions à carré sommable qui jouent un rôle central en mécanique quantique. Et si vous voulez vraiment comprendre la mécanique quantique, il va falloir absolument passer par là à un moment ou à un autre. Enfin, un dernier exemple que j'ai envie de mettre en avant, c'est par exemple le produit scalaire entre les vecteurs numériques, non pas défini comme étant x transposé y, mais comme étant la somme des i fois xi yi. Ça, c'est une forme bilinéaire sur l'ensemble des vecteurs numériques. Et on
pourrait, alors c'est pas du tout standard, mais on pourrait dire que le produit scalaire pour les vecteurs numériques est celui-là et non pas celui qu'on a défini au début de cette vidéo. On aura totalement le droit de faire ça, on aura toute une structure, il y aura des petites variantes, mais tous les théorèmes que l'on a prouvés pour les espaces euclidiens en général s'appliqueraient à notre espace de vecteurs numériques avec cet autre produit scalaire qui n'est pas le produit scalaire usuel. C'est super bizarre de faire ça, et en pratique on évite absolument de faire ça parce que après on commence à avoir plein de confusion et tout. Mais il faut savoir que c'est tout à fait possible de faire ça, et ça peut être utile de faire des trucs un peu similaires dans certains cas pour certains exercices. Mais bon, en général, on va pas le faire. Bref, donc on a ce produit scalaire, et dans les prochaines vidéos, on va explorer toutes les jolies choses que le produit scalaire nous permet de faire. L'un des aspects les plus importants est le fait qu'il permet de définir une notion de longueur. La longueur d'un vecteur géométrique, on voit ce que c'est, mais la longueur d'un vecteur numérique, a priori, c'est moins évident. Et celui d'un vecteur abstrait comme une fonction, c'est encore moins évident. Eh bien, grâce au fait que le produit scalaire est défini positif, on peut définir la longueur d'un vecteur que l'on appelle sa norme euclidienne par donc la norme euclidienne de x, qu'on va souvent noter x entre deux barres avec un petit indice 2. On peut définir ça comme étant la racine carrée de x scalaire x. Donc ça, c'est bien défini parce que le produit scalaire est défini positif. Et en plus, on voit qu'il a de bonnes propriétés, cette norme euclidienne, puisque, par exemple, il est nul si et seulement si le vecteur x est nul. Et par ailleurs, on a l'inégalité triangulaire x plus y norme 2 est inférieur ou égal à x norme 2 plus y norme 2. Alors le 2 vous paraît sans doute très bizarre, mais en fait il y a une raison pour laquelle on met ce 2. Pour le comprendre, il va falloir attendre la vidéo où je vous parlerai des normes en général sur les espaces vectoriels. Et donc il y a un truc qui est vraiment cool, et c'est finalement assez étrange dans la logique, ça ne correspond pas du tout à la manière dont on a appris les maths a priori, mais étrangement, en fait, dans un espace vectoriel, il n'y a pas de notion de longueur. On ne peut pas dire quelle est la longueur d'un vecteur, à moins que cet espace, on lui attribue une notion de produit scalaire. Dès qu'on lui donne une notion de produit scalaire, on lui donne aussi avec le produit scalaire une notion de norme euclidienne, de norme indice 2. Et ça va nous permettre de formaliser le théorème de Pythagore pour les espaces vectoriels en général, qui se trouve être très utile, mais dans des contextes qui sont très éloignés de ceux que vous voyez. Je vois le théorème de Pythagore, c'est au collège ou quelque chose comme ça. Et on verra la preuve de ce théorème de Pythagore aussi, qui n'a rien à voir avec toutes les preuves que vous avez vues du théorème de Pythagore, qui est assez étrange. Et le théorème de Pythagore, il est en fait très utile pour quelque chose d'autre qui joue un rôle vraiment central, ce qui est sans doute le plus important par rapport aux espaces euclidiens avec ce produit scalaire, c'est la notion de projection orthogonale, qui a notamment de superbes applications en analyse de Fourier. On y viendra, mais pas maintenant, on y viendra dans les prochaines vidéos.